Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour une émission un peu spéciale de thé, puisque nous l'enregistrons en direct de l'Hôtel de Ville dans le cadre du Forum Zéro Carbone. Forum Zéro Carbone qui est organisé par La Tribune et qui révèle les villes dans leurs actions contre le réchauffement climatique. En ce qui nous concerne, tous les quatre, avec mes invités, eh bien, nous allons vous parler d'une notion qui nous est chère à La Tribune, qui est la notion de progrès. On va tenter de vous expliquer pourquoi il ne faut pas avoir peur du progrès. Eh bien, parce que dès demain sera en kiosque notre revue bimestrielle qui est consacrée justement au progrès et que vous pourrez retrouver partout en France, dans tous les bons kiosques et chez tous les marchands de presse. Pour débattre de ce sujet, et pour essayer de vous convaincre qu'il ne faut pas avoir peur du progrès, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Jean. Aurélie Jean, vous êtes scientifique et entrepreneur. À vos côtés, nous avons Loïc Dosseur. Vous êtes directeur général de l'Agence de développement économique et d'innovation de Paris et de la métropole. Et Amélia Matard, eh bien, vous êtes la fondatrice de Coloris. Coloris, qui est une entreprise qui apprend à coder aux très jeunes enfants, puisque c'est à partir de 3 ans, et sans écran. Comme quoi, l'innovation n'est pas forcément technologique. Alors, on va démarrer avec vous, Aurélie. Aurélie, on vous connaît bien maintenant, puisque vous êtes l'auteur d'un best-seller qui s'appelle « De l'autre côté de la machine », dans lequel vous nous expliquiez ce qu'étaient les algorithmes. Et puis, tout dernièrement, vous avez édité, je ne sais pas si on le voit à l'écran, édité les algorithmes font-ils la loi? On va bien sûr y répondre dans quelques instants. On va parler d'algorithmes parce que les algorithmes, dès qu'on prononce ce mot, ça fait peur. Alors qu'en réalité, les algorithmes sont partout. On les utilise sans en avoir l'air. Quand on est sur notre appli de VTC pour en commander un, l'algorithme est derrière. Quand on veut commander nos courses, pareil. Et même quand on veut rencontrer l'amour, hop, eh bien, on utilise des algorithmes. Or, vous nous l'expliquez très très bien dans la revue. Aujourd'hui, les algorithmes ne sont pas responsables des crimes dont on les accuse. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ils ne sont pas responsables? Bien sûr, je vous remercie infiniment déjà Valérie pour l'invitation. Je remercie La Tribune d'avoir organisé cet événement, cette émission. Donc vous avez entièrement raison. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir mis le mot progrès dans la phrase et pas innovation, parce que souvent on a tendance à... Moi, je soutiens le mot innovation, mais qui a tendance parfois à être mal utilisé. Et souvent, je dis aux gens, on en parle souvent avec Amélia, de remplacer le mot innovation par le mot progrès et de réaliser concrètement s'il a toujours du sens dans la phrase. Et lorsqu'on parle d'algorithme, lorsqu'on revient au sujet du numérique, on a tendance à diaboliser ce qui touche aux algorithmes de par le prisme par lequel on les voit. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithmes, les gens pensent systématiquement réseaux sociaux. Et donc, alors que la majorité des algorithmes ne tournent pas sur les réseaux sociaux, et aussi tous les algorithmes qui sont sur les réseaux sociaux ne sont pas mauvais intrinsèquement. Donc il faut bien différencier les choses pour savoir de quoi on parle. Et en effet, il ne faut pas diaboliser et responsabiliser l'algorithme pour la simple et bonne raison que l'algorithme n'est pas coupable des crimes dont on l'accuse, racisme, sexisme et autres discriminations en tout genre, justement parce que l'algorithme n'est pas une personnalité juridique, ni morale, ni physique, et que derrière un algorithme, il y a toujours un ensemble d'êtres humains qui va penser à cet algorithme, concevoir cet algorithme, l'implémenter, l'entraîner, le tester, le vendre et l'utiliser. Et tout le long de cette chaîne, on peut avoir des erreurs intentionnelles ou non faites, il peut y avoir des scandales, il peut mener à des discriminations, etc. etc. Donc c'est très important à réaliser parce que du coup, ça dédiabolise et démystifie en fait la discipline pour concrètement parler des choses qui sont importantes et éviter qu'elles apparaissent pour protéger les individus. Alors c'est vrai que aider à la compréhension, la vulgarisation scientifique, ça vous faites ça très très bien au travers de vos ouvrages. Aujourd'hui, malgré tout, on continue d'être effrayé. Alors on parle de biais algorithmiques.
on parle d'effet bulle. Alors j'aimerais que vous expliquiez justement tout ça et comment on peut duper l'algorithme. Ah oui, alors déjà, il faut lire mon livre. Non, je rigole. Donc, plusieurs choses. Vous avez parlé des biais, c'est le sujet central de mon premier livre, à savoir de dire que il peut y avoir des biais qui se créent dans les algorithmes et qui ont plusieurs origines, dont principalement nos biais cognitifs à nous, concepteurs et utilisateurs. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va concevoir un algorithme, on a des biais cognitifs on a tendance à les transmettre aux choses que l'on conçoit. Ça peut être un texte, un dessin, et ça peut être un algorithme. Par exemple, les premiers algorithmes de reconnaissance faciale ne reconnaissaient pas les peaux noires. Pourquoi ? Parce que seulement un jeu de photos d'entraînement composé d'individus blancs avait été donné à l'algorithme pour être entraîné. Pourquoi ça ? Parce que les individus qui concevaient l'algorithme étaient majoritairement, voire uniquement blancs. Donc quand je dis ça, c'est pas la faute des concepteurs, c'est la faute de toutes les personnes qui sont sur la chaîne de production. Rappelez-vous, celles qui pensent, les personnes qui vont le concevoir, le développer, le tester, le vendre et l'utiliser. L'utilisateur est important également, puisque même lorsqu'un algorithme est bien dimensionné, sans biais, il peut devenir biaisé implicitement de par l'usage biaisé des utilisateurs qui pensent l'utiliser en pensant qu'il fonctionne de cette manière alors qu'il fonctionne différemment. Et toutes ces choses-là sont bien importantes et c'est pour ça que démocratiser cette science et responsabiliser les acteurs pour qu'ils expliquent en retour à leurs utilisateurs comment les outils fonctionnent un minimum sans dévoiler les secrets en termes de propriété intellectuelle, pour justement embarquer l'utilisateur et qu'il devienne un collaborateur de l'outil et de l'entreprise en question. Comme quoi, expliquer ce qu'est un algorithme est quand même primordial, parce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui que l'algorithme est intelligent. À force de parler d'intelligence artificielle, on s'imagine que l'algorithme pense. Et je vous remercie de dire ça, parce qu'il faut faire extrêmement attention, et ça c'est mon combat au quotidien, c'est les éléments de langage. Il faut faire très attention aux éléments qu'on utilise. Un algorithme n'est pas intelligent, il est efficace ou performant. Un algorithme n'est pas raciste, un algorithme possède un biais qui mène à une discrimination raciale, etc., etc. Et tous ces mots-là sont importants. Et d'ailleurs, dans mon second livre où je parle de régulation, je dis aussi on ne peut pas réguler un algorithme. Donc la question comment doit-on réguler un algorithme n'a aucun sens scientifiquement. Il faut davantage se poser la question qui est la suivante: comment réguler les bonnes pratiques de développement, de test et d'usage de ces algorithmes. Donc je vous remercie Valérie de dire ça, parce que les éléments de langage, si on développe les bons éléments de langage, on part déjà avec un bon discours pour pouvoir réfléchir ensemble. Et souvent, je vois souvent les gens dériver dans les réflexions parce qu'il y a des mauvais éléments de langage et qu'on attribue à ces algorithmes des choses qu'ils ne font pas ou dont ils ne sont pas responsables. Vous êtes un peu parti en croisade quand même, ça me fait penser quand même à une personne qui est partie, je vis mon bâton de pèlerin. Pour faire comprendre. Donc en tous les cas, les algorithmes font-ils la loi ? Non, ça c'est Non, clair. ils ne font pas la loi, mais ils peuvent l'influencer et on peut l'éviter. Ce n'est pas une fatalité, encore faut-il avoir des bonnes régulations par les États qui prennent en considération justement les bonnes pratiques de développement, de tests et d'usage, avec au cœur de ces bonnes pratiques ce que j'appelle le calcul d'explicabilité que j'exprime dans mon livre, qui est en fait l'idée d'aller calculer ou d'introduire de l'explicabilité, c'est-à-dire de la logique de fonctionnement de l'algorithme, pour en extraire un maximum et du coup pouvoir comprendre et la logique de l'algorithme qu'on va décrire par entraînement et du coup pouvoir anticiper les scandales, anticiper les erreurs, éviter les biais, etc., etc. Alors comment on peut le duper, l'algorithme, finalement ? Alors le duper, ça c'est lié à l'effet bulle. Donc c'est-à-dire que, l'effet bulle, c'est un effet qui est une dérive du fonctionnement d'un algorithme qui s'appelle l'algorithme de catégorisation implicite. Donc qu'est-ce que c'est ? Sur un réseau social, on va, alors j'ai pas mis les mains sous le capot, mais j'imagine, on va suggérer aux utilisateurs du contenu à regarder. Des posts, des articles, voilà, etc. Des photos, des vidéos, peu importe. Pour pouvoir faire cette suggestion, il faut pouvoir faire une suggestion pertinente. Donc la personne va aimer, l'utilisateur va aimer. Et bien pour ça, on s'appuie sur un algorithme de catégorisation implicite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va classer les utilisateurs en fonction de similarités statistiques dans leur comportement avec l'outil. Par exemple, si vous prenez un cas comme Twitter, vous allez aimer certains types de contenus, vous allez suivre certains types de comptes, vous allez mettre tel type de commentaires avec telle fréquence, etc., etc. Toutes ces informations décrivent qui vous êtes. Et donc, on peut classer dans un espace multidimensionnel où chaque dimension correspond à un critère, les personnes que vous suivez, la nature de vos commentaires, la fréquence des commentaires, etc., etc. Et on va pouvoir classer les utilisateurs par groupe. Et ensuite, l'idée la suivante, c'est que on va vous proposer un contenu qu'une personne de votre groupe a aimé, avec en théorie
qu'il vous plaira en retour. Pourquoi ? Parce que vous ressemblez à cet utilisateur. Donc, imaginez maintenant que cet algorithme ne soit pas testé suffisamment bien et qu'on le pousse à l'extrême. Les groupes, les classes vont devenir alors rigides. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la morphologie des classes ne bougera pas avec le temps. Donc, on aura les mêmes types de personnes et un utilisateur type ne pourra jamais passer d'une classe à une autre. Du coup, on est dans une bulle d'observation et d'opinion. Et ça, ce n'est pas une fatalité, encore une fois. Et ces algorithmes, j'utilise ces algorithmes, donc c'est pas un problème, c'est la manière dont on va les tester au cours du temps. Et l'inconvénient de ça, c'est qu'une fois que vous êtes dans cette bulle d'opinion et d'observation, vous allez voir le monde sous une vue prismatique qui est la vôtre, et donc ça augmente les théories la propagation des théories du complot et autres. Voilà. Et donc, duper l'algorithme, j'avais dit ça une fois en interview, mais bien sûr, la solution, c'est la régulation et faire que les gens développent correctement ces outils. Mais si vous voulez duper un peu l'algorithme, moi, par exemple, j'ai 3 comptes Twitter, un qui est en mon nom et 2 autres qui sont anonymes, et que j'utilise pour aller suivre des choses qui sont à l'opposé de mes convictions ou de ma sensibilité émotionnelle et politique, pour aller voir ce que je peux voir. Et dans votre compte à vous, vous pouvez vous amuser en fait à aller suivre des comptes auxquels vous n'adhérez pas forcément, aller partager et aimer des choses que vous n'aimez pas forcément, pour justement essayer de brouiller les pistes en ce qui concerne la caractéristique de votre comportement sur cette plateforme. Alors peut-être qu'on arrivera à ça, puisque à force de le répéter et d'expliquer aux gens que c'est possible, en tous les cas, moi j'y crois beaucoup. Et puisqu'on parle de progrès, c'est quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup par rapport aux algorithmes, mais en tous les cas, je sais que vous avez créé une entreprise en Israël. Vous êtes en train de travailler sur un algorithme qui serait capable de déceler le cancer du sein avant que la tumeur n'apparaisse. Alors voilà, donc la tumeur, elle existe, mais elle n'est pas visible. C'est ça en fait. Donc elle est à l'échelle de quelques cellules en fait cancéreuses, quelques centaines, quelques milliers, mais ce n'est pas à l'échelle tumorale visible sur une mammo. Donc l'idée, c'est qu'on a développé avec mes collaborateurs donc, à Tel Aviv, on a développé une technologie liée, un algorithme en fait, relativement complexe pour aller détecter ce qu'on appelle le signal faible du cancer du sein, ce qu'on appelle au terme médical, on appelle ça la signature tumorale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va détecter le cancer du sein plus de 2 ans avant qu'on voit la tumeur sur une mammo. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'aller chercher à avoir un algorithme qui va détecter le signal fort, donc la tumeur visible, on va détecter le signal faible, quelque chose de beaucoup plus petit, bien avant que le radiologue puisse voir cette tumeur sur une mammo. Donc voilà, en termes de progrès, c'est comme j'ai dit au début, c'est-à-dire que ne voir les algorithmes que sous le prisme des réseaux sociaux n'est pas forcément une bonne chose, parce que les gens, sans le réaliser, vont interagir avec des algorithmes pour se déplacer, pour communiquer, pour travailler, pour se soigner. Et dans le soin, il y a autant la partie diagnostique. Quand vous allez dans un laboratoire médical faire une analyse de sang pour une analyse biologique quelle qu'elle soit, vous avez souvent des algorithmes qui tournent derrière sur des machines pour aller faire des mesures sur ces échantillons à travers des outils d'analyse d'image, par exemple. Quand vous allez faire un examen médical, il y a bien souvent des algorithmes qui tournent pour faire un précalcul sur une image, par exemple, ou des choses comme ça, que ce soit une échographie, que ce soit un IRM, que ce soit plein d'autres choses. Et donc, il faut en parler pour que les gens réalisent en fait que ces algorithmes amènent beaucoup. Et petite pression dans le domaine de la santé, par exemple sur les vaccins. Si on a réussi très rapidement à développer des vaccins, c'est aussi parce qu'on a utilisé des simulations numériques grâce à des algorithmes pour aller pré-tester en fait des protéines dont on a besoin pour développer ces vaccins, pour ensuite les présélectionner, du coup faire des tests cliniques expérimentaux au laboratoire beaucoup plus rapidement. Merci beaucoup Aurélie. Donc n'ayons pas peur des algorithmes, ça c'est clair, ils sont capables de très très belles choses à condition qu'on les ait créés aussi dans ce sens, bien sûr. De davantage se méfier des gens qui vont les développer et des gens qui vont les utiliser, voilà, tout simplement, comme n'importe quel autre outil. Alors c'est pas nouveau qu'on ait peur de l'innovation. On a réalisé un dossier dans la revue qui sort demain Dante. Aujourd'hui, il y a des innovations qui sont dans notre quotidien, mais lorsqu'elles sont sorties, elles ont effrayé mais pratiquement tout le monde. Rien une chose qui me vient en tête, par exemple, quand le chemin de fer est apparu, eh bien, les gens pensaient que le lait des vaches allait tourner, par exemple. Le téléphone, pour la plupart des gens, était vecteur du diable, d'esprit maléfique d'un appareil à un autre. Donc voilà, je pense que la nouveauté... Moi, je connais un truc qui m'a... Parce que quand j'ai parlé ça des algorithmes avec mes amis, j'ai appris que lorsque l'électricité est arrivée, les gens pensaient que les gens allaient mourir de fatigue parce qu'ils ne pourraient plus dormir, parce qu'ils auraient la lumière tout le temps. Voilà, donc c'est rigolo de voir la peur des gens. Voilà. Après, je ne dis pas que tout n'est pas justifié,
Mais en tout cas, il faut relativiser et prendre du Bien recul sûr. et pour ça, discuter, échanger. Et on sait que la peur est très mauvaise conseillère. Alors, vous, la peur, vous connaissez pas, Loïc Douceur, à Paris & Co. Donc, je le rappelle, la Paris & Co, c'est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris et de sa métropole que vous dirigez. Quand on a préparé cette émission, et je me disais, bah oui, vous êtes un incubateur de start-up. On m'avait dit, oh là là, pas que, même si vous en suivez 500 par an, c'est quand même énorme, autant française que étrangère. Mais vous avez aussi quelque chose d'assez extraordinaire que vous dirigez qui s'appelle l'Urban Lab, où vous faites des expérimentations. Et depuis 2010, vous en avez fait 300 in situ dans la ville. Et c'est absolument important de parler de l'expérimentation puisque vous vous considérez même comme un laboratoire d'innovation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer au quotidien en quoi relèvent justement vos activités à Paris & Co? Merci Valérie, merci à la tribune d'organiser. Je rejoins Aurélie cet échange et je trouve intéressant que pour une fois on parle d'innovation, mais on passe par le mot progrès, puis on parle pas start-up. Et effectivement, quand j'essaie un peu entre guillemets de sortir de l'identité de Paris & Co, de l'idée d'un grand incubateur, c'est parce que la start-up en tant que telle, je vais le dire cash, m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, c'est ce qu'elle va produire, c'est ce qu'elle va servir à la société, ce qu'elle va adresser à la société, et donc la finalité de son innovation. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Les programmes d'expérimentation qu'on a conduits, qui ont été initiés ici même, c'est la ville de Paris qui a été initiatrice de cette démarche. Elle avait une vocation tout d'abord, finalement, de réduire les peurs de changement pour les agents publics. Quand l'innovation elle arrive dans la ville de Paris, qu'elle doit changer un mobilier urbain, il y a le choix entre reconduire le passé. Le passé, il est sécurisant, on le connaît, on a maîtrisé ses composantes. Et l'acteur public, l'acheteur public et les agents qui vont devoir déployer ce mobilier, ils n'auront pas d'inquiétude. Et leur hiérarchie n'aura pas d'inquiétude. Et la hiérarchie de leur hiérarchie sera tranquille. Tout se passera très bien. Si on veut progresser, si on veut changer, il faut rentrer effectivement dans un autre registre et qui peut soulever des inquiétudes. Je ne sais pas si c'est des peurs, mais en tout cas des inquiétudes. On entre dans le domaine du risque. C'est là qu'effectivement les entrepreneurs deviennent intéressants. C'est que eux, le risque, ils le connaissent, ils l'appréhendent au quotidien. Et en fait, ils osent effectivement dépasser certaines frontières sans savoir si on va passer ou pas. Donc le programme d'expérimentation, sa première vocation, c'était vraiment d'accompagner des agents publics dans leur démarche d'achat d'innovation, dans leur démarche finalement de, peut-être même pas d'innovation, mais de détection de solutions nouvelles pour mieux servir leur mission au quotidien auprès des Parisiens, des gens qui y travaillent, des gens qui viennent y faire du sport, de la culture ou tout ce qu'on voudra. Et donc, le meilleur moyen, c'est de confronter au réel, c'est de faire le pari aussi de l'intelligence des gens, quelle que soit leur situation. On a des chercheurs, il y a des scientifiques qui nous accompagnent dans une compréhension majeure. Et puis, tout à chacun, et c'est notre pari, tout à chacun est en capacité, pourvu qu'on lui fournisse des éléments de compréhension, de mettre son intelligence au service, effectivement, d'une évolution positive. Malheureusement, aujourd'hui, effectivement, très souvent, et les biais qu'Aurélie présentait via les réseaux sociaux l'ont accéléré, on rentre dans des systèmes binaires, c'est noir ou c'est blanc. Et en fait, tout est gris. Le monde, il est complexe et c'est une très bonne nouvelle parce que la complexité, elle va ouvrir plein de champs de possibles. Et donc, j'en viens au fait, c'est-à-dire que l'expérimentation, qu'est-ce que c'est on s'est inspiré effectivement des méthodes de laboratoire scientifique, c'est-à-dire qu'à un moment d'expliquer comment on travaille, d'expliquer par quelle méthode on va passer pour obtenir un résultat. Et on va rendre transparente cette méthode. Donc on va le dire aux habitants, mais on va le dire aux élus, on va le dire aux agents publics, on va le dire aux entrepreneurs. On va dire, voilà, notre méthode, c'est ça. On va commencer par ça, puis petit A, petit B, petit C, on va sélectionner, on va vous accompagner dans ta démarche, on va évaluer, on va rendre visible cette évaluation comme une publication scientifique qui est confrontée aux tiers, qui est confrontée aux autres chercheurs qui peuvent effectivement venir challenger les propos, la méthode, puis les résultats. Et donc, on va demander à des innovateurs, des entrepreneurs, et ça peut être un entrepreneur de start-up, ça peut être un cadre d'une grande boîte, ça peut être un agent public, ça peut être une association, peu importe. Vous pourriez justement nous donner des exemples concrets ? Des exemples, le premier programme qu'on avait lancé était autour du mobilier urbain. On a lancé des programmes sur la logistique de proximité. C'est un grand sujet aujourd'hui, mais on l'a fait il y a 3-4 ans. C'était effectivement de regarder de nouveaux modèles. Est-ce que, par exemple, de prendre un gros camion, d'embarquer un petit camion à l'intérieur qui allait faire de la redistribution très locale, ça marchait? Quelles étaient les conséquences sur la vie locale? Il y a eu une expérimentation plus récente sur le parvis de la BNF, qui est un
espace qui n'est pas très accueillant. Dans le 13e arrondissement. Dans le 13e arrondissement, balayé par les vents. Et la présidente de la BNF, puisqu'on travaille avec des acteurs de ce type-là, nous dit moi je suis prêt à accueillir effectivement des tests de solutions. Donc on est dans le temps court. On est dans un moment où on va confronter l'entrepreneur à une réalité opérationnelle, c'est-à-dire, OK, je veux installer, c'était canopée urbaine, donc c'est des grandes corolles qui permettent de créer des zones ombragées, végétalisées. OK, comment j'installe ça sur un parvis de la BNF, espace, je ne sais pas s'il est classé, mais en tout cas, il y a des enjeux architecturaux à respecter, et il y a des contraintes de circulation, de sécurité, etc. Donc, confronter l'entrepreneur, finalement, le faire progresser, lui, dans sa démarche d'innovation. Et puis, fondamentalement, et par rapport au sujet de ce soir, c'est d'amener les opérateurs qui gèrent la BNF à comprendre, avant d'acheter, tester les choses, et puis participer finalement de l'amélioration de cette innovation. Parce que confronté à l'entrepreneur, ils vont pouvoir lui dire ton truc c'est génial, mais en fait, on ne peut pas tirer un fil à tel endroit. C'est aussi bête que ça. Je ne peux pas creuser là dans le parvis, donc il faut trouver autre chose. Et donc ça va obliger l'entrepreneur effectivement à progresser. On va parler de progrès. Et ça va permettre à l'acheteur potentiel, qu'il soit public, privé, peu importe, de participer de cette innovation. Et il s'en sent copropriétaire. Il réduit ses peurs parce qu'il a touché du doigt, il a vu en vrai, il a vu sur une période courte, on a évalué avec des méthodes les plus rigoureuses, et ce n'est pas nous qui faisons l'évaluation, l'externalise. Ils sont copropriétaires à la fin. Donc il est aussi un témoin, et ça moi je crois beaucoup aussi, mais on peut en reparler après, mais à la notion d'ambassadeur, au témoin par rapport à l'innovation, parce qu'on a besoin de gens qui sont des défricheurs. Alors on teste, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Si on veut progresser, on recommence. Et oui, l'échec, itération. Ce n'est pas être nul. Bien au contraire, c'est réessayer jusqu'à réussir. On parlait aussi de low-tech, et ça c'est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, l'innovation n'est pas que technologique. Vous ressortez de l'histoire, des innovations qui datent de 300 ans et qui seront peut-être à mettre au goût du jour justement dans la cité. On l'évoquait tout à l'heure, si vous pouvez en dire quelques mots. Oui, et là je m'inspire de travaux d'un garçon qui s'appelle Cédric Carl, qui a fondé l'Atelier 21, qui est un garçon formidable parce qu'il va s'amuser effectivement à aller chercher dans le passé. Donc il a sorti un ouvrage qui s'appelle Rétrofutur, je vous invite vraiment à lire, qui est bluffant, parce qu'il nous montre qu'effectivement, il y a 130 ans, les trottoirs de Paris étaient envahis par des trottinettes électriques. C'est marrant. Qu'il y avait des trottoirs électriques sur les boulevards, le long des quais de Seine, etc. On était dans l'exposition universelle, on était effectivement dans la toute-puissance de l'électricité, et puis toutes ces choses-là ont disparu pour plein de raisons, parfois parce qu'il y a quelques lobbies un peu puissants qui les ont fait disparaître. L'exemple effectivement qu'on évoquait tout à l'heure, moi, je trouve il est absolument passionnant, c'est-à-dire on va aller dans le golfe Persique au XVIIIe siècle et on s'aperçoit qu'effectivement, alors je n'arrive pas à retrouver le nom de ces tours climatiques qui sont effectivement des ouvrages en terre, ni plus ni moins, c'est de constitution locale, qui font quelques mètres de hauteur et qui, par l'utilisation du différentiel de température et de pression, va permettre de générer un flux d'air naturel et qui va rafraîchir la partie basse, soit de logement, soit effectivement pour abriter des aliments. Donc ils ont créé une espèce de frigo, un climatiseur, et évidemment, au XVIIIe siècle, pas d'électricité ni quoi que ce soit, et on est dans le golfe Persique. Cette technologie-là, aujourd'hui, il y a des ingénieurs qui l'utilisent pour la rénovation de la tour Montparnasse. De reprendre ce principe, et on en avait fait une présentation ici il y a 2 ans au hacking de l'Hôtel de Ville, où effectivement les ingénieurs d'Egis sont allés rechercher cette technologie-là pour se dire comment on l'exploite à l'échelle d'une tour majeure, plutôt que de mettre des climatiseurs à tous les étages, qu'on va utiliser les différentiels de pression, les différentiels de température entre le bas et le haut de cette tour, avec des défis technologiques énormes. Donc c'est l'association de savoir-faire ancestraux et des technologies les plus récentes, parce que gérer des ouvertures, des clapets d'air dans une tour de 200 mètres de hauteur, ça crée des effets sympathiques qui peuvent faire exploser le haut de la tour. Et puis une architecte qu'on avait fait témoigner également, en fait me disait, à Paris aujourd'hui, il y a quasiment tous les immeubles haussmanniens ont des cheminées. Donc il y a des conduits qui sont en briques réfractaires et qui ont une capacité thermique extrêmement intéressante, pareil, en utilisant la partie basse et la partie aérienne de ces colonnes d'air, et que plutôt que d'aller mettre des climatiseurs dans Paris pour lutter contre les îlots de chaleur et en provoquer finalement des nouveaux dans le futur, c'est d'utiliser cette capacité qui existe dans les immeubles et qui a parfois 100 ans pour effectivement inventer un nouveau système de rafraîchissement d'air dans les immeubles. Merci. Comme quoi, innover n'a pas toujours un rapport avec la technologie. En tous les cas, on peut innover sans technologie. Ce qui me fait me tourner vers vous, Amélia Mattard, puisqu'alors on est au cœur du sujet. Amélia, en 2017, vous créez Coloris. Coloris, vous apprenez aux enfants dès l'âge de 3 ans
à coder, donc à comprendre justement ce que sont les algorithmes, mais sans écran. Alors ça surprend à chaque fois qu'on l'évoque. Aujourd'hui, vous travaillez avec une trentaine de villes, vous allez nous expliquer, dont la ville de Paris d'ailleurs, tout récemment, c'est ce que vous m'avez dit. Et puis vous êtes en phase d'accélération, et d'ici 5 ans, vous pensez pouvoir travailler avec 500 villes. Alors déjà, j'aimerais que vous nous expliquiez comment on peut apprendre à coder sans écran à des enfants et où vous en êtes aujourd'hui. Oui, eh bien, bonsoir à tous et merci également pour cette invitation. Donc effectivement, notre ambition, c'est de permettre aux jeunes enfants dès 3 ans de s'initier au numérique, de s'approprier les langages propres à la programmation informatique, absolument sans aucun écran. Alors comment on fait? La première chose, c'est qu'on s'appuie sur un conte. On sait que le jeune enfant, et s'il y a parmi nous des personnes qui côtoient de jeunes enfants, ils le savent aussi, sont friands de narration, adorent les livres. Donc on est parti sur cet objet qui est familier du petit enfant et qui est au cœur de sa vie, de sa chambre, de son école. Enfin, voilà, c'est un objet qui lui est complètement familier pour transmettre des grands concepts. Donc à travers ce conte qui met en scène un petit garçon, une petite fille, les enfants vont découvrir les algorithmes, on en parlait tout à l'heure, le système binaire, la logique booléenne, comment fonctionne la machine, quels sont les composants qui vont permettre à tout ça de fonctionner, parce que ce n'est pas magique. Et on va jusqu'à leur présenter l'intelligence artificielle, donc toujours de manière très simple et mise à leur portée, évidemment. Et à travers chacun de ces chapitres, on va ensuite proposer à l'enfant des activités en lien avec le chapitre abordé. Donc, par exemple, sur les algorithmes, on va leur proposer identifier les algorithmes qui existent dans leur quotidien, donc l'algorithme se laver les dents, et de remettre les instructions dans le bon ordre, parce qu'un algorithme, c'est une suite d'instructions précises. Donc, quelles sont les instructions précises et dans quel sens doivent-elles placées pour aboutir au résultat d'en propre, donc sous la forme d'un découpage et d'un collage. Ils vont colorier en fonction d'un code à partir de conditions. Donc, si tel symbole est renseigné dans le coloriage, coloris dans telle couleur, sinon dans telle autre couleur. Donc on les invite de cette manière-là à s'approprier cette logique qui est vraiment propre au développement informatique. Ils vont découvrir un certain nombre de concepts à travers des jeux de mémoire. Donc on est toujours très proche de ce que l'enfant connaît déjà et ce qu'il connaît, enfin voilà, ce qu'il manipule dans son quotidien à l'école ou à la maison. Voilà, aujourd'hui on a près d'une 50aine d'activités qui sont proposées sous ce format-là. Effectivement, on travaille depuis cette année avec la commune de Paris parce qu'on a aussi cette volonté très forte de pouvoir s'adresser au plus grand nombre d'enfants. Souvent, quand on me demande si coloris est inclusif, je dis oui, absolument. On travaille même avec les quartiers riches. Effectivement, on travaille dans des quartiers dits prioritaires, mais aussi, par exemple, à l'école alsacienne et dans un certain nombre d'établissements publics via notamment les budgets dédiés aux activités périscolaires des communes. En fait, vous leur apprenez un nouveau langage. Absolument. Si vous leur apprenez un nouveau langage, ça veut dire que pour la suite, pour comprendre les algorithmes et ne plus en avoir peur, pour pouvoir les duper, c'est la meilleure façon. Donc vous êtes à la base de ce qu'il faut faire aujourd'hui pour les futures générations. Mais nous, notre conviction là-dessus, c'est qu'effectivement, il se joue dès les premières années quelque chose de très fort, de déterminant dans l'individu. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'effectivement, les petites filles ont déjà des convictions très fortes par rapport à ce qu'elles sont et ce qu'elles pourront devenir dès l'âge de 6 ans. Enfin, voilà, des études assez intéressantes sur le sujet. Et donc, nous, on a effectivement envie que tous les enfants, indépendamment de leur origine sociale, de leur zone géographique et évidemment de leur genre, puissent se projeter dans ces métiers. Et on sait, il y a plusieurs études qui montrent qu'introduire dès le plus jeune âge ce sujet favorise des vocations très fortement auprès de populations qui sont aujourd'hui sous-représentées de manière extrêmement significative dans les métiers du numérique. Alors justement, vous arrivez à un sujet que je souhaitais aborder avec vous, où on parle d'inclusion et donc où on parle de progrès social. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse, je suis très heureuse de vous accueillir aussi, Loïc, mais d'avoir 2 femmes, une scientifique, une entrepreneure, vous aussi vous êtes entrepreneur, c'est assez rare dans les domaines de la technologie, dans les sciences, particulièrement dans la science algorithmique. Donc aujourd'hui, si on veut susciter des vocations aux petites filles qui sont nos futures femmes dans les années 2050, c'est maintenant. C'est extrêmement important de le signifier parce que, comme je le précisais il y a 2 secondes, les femmes qui travaillent dans la tech, il n'y en a pas beaucoup et qui sont à la direction d'entreprise, il y en a encore moins. Donc, participer à l'éducation
à la formation, et même vous, Loïc, quand on parlait d'éducation pour éviter que les gens subissent l'innovation, mais la comprennent, se l'accaparent, c'est quelque chose de fondamental. Aurélie, vous êtes très, très engagée sur ce territoire-là. À moi, profondément engagée, et d'ailleurs, je soutiens Coloris activement, parce que je suis au board de Coloris et futur investisseur. J'ai le droit de le dire. Je suis fière de le dire. Oui, heureusement. Tu peux. Donc, il n'y a pas du tout de conflit d'intérêts. Ça s'appelle la sororité aussi. Voilà, parce que moi, j'aime la vision d'Amelia, c'est-à-dire qu'il faut les prendre tout petits, parce que, comme dit mon ami Emmanuel Chanzer, qui est américain et qui a créé Bootstrap World, qui est une organisation qui forme les professeurs des collèges et lycées à l'informatique pour qu'ils enseignent à leurs élèves, il dit « Chaque enfant naît data scientist », c'est-à-dire chaque enfant va comparer, va dire je vais manger 2 fois plus de pâtes que toi, je vais aller 3 fois plus vite que toi. Donc ils sont toujours dans cette comparaison analytique, et c'est après en fait que cette appétence naturelle pour l'analytique se diminue. Et donc en fait il faut utiliser cette appétence naturelle de l'enfant pour aller lui expliquer des notions analytiques proches de l'algorithmique, des sciences informatiques, pour après il puisse d'une part changer sa posture, d'être dans une posture où il va comprendre, et puis aussi d'être dans une posture où il va se voir lui-même, elle-même, dans les matières scientifiques. Et donc je pense que c'est c'est fondamental ce que fait Amelia, et il faut encourager Amelia dans sa vision et dans son entreprise. Et d'ailleurs, Amelia, vous êtes là pour ça. Et une question d'ailleurs, est-ce que d'ailleurs vous voyez la différence, vous, chez les petites filles et les petits garçons, quand vous leur apprenez à coder, il y a une différence ou pas? Aucune. Voilà. Non. Donc éduquer, former. Loïc, vous aussi, quand on a parlé de ce sujet, où vous m'expliquiez l'importance de faire comprendre et d'informer, la pédagogie autour de l'innovation, c'est quelque chose que vous pratiquez aussi beaucoup à Paris & Co. Oui, ça rejoint complètement. C'est-à-dire que dans cette idée de l'acceptabilité, on voit beaucoup de programmes d'innovation ou toute forme de programme, même, je pense même à des programmes immobiliers. À un moment ou à un autre, c'est une transformation de la cité. Ils sont tous bloqués pour des recours. Alors, il y a des recours qui ne sont pas forcément très justifiés, qui sont des manipulations, mais dans un certain nombre de cas, c'est juste qu'on n'a pas pris le temps de l'explication, ou les outils d'explication sont pauvres, ou sont vraiment obsolètes. C'est des réunions de quartier qui sont plus adaptées, on retrouve toujours les mêmes personnes. Donc c'est comment on utilise éventuellement des algorithmes, mais intelligemment structurés, enfin toute la chaîne qu'Aurélie a pu démontrer, pour justement remobiliser, faire confiance aux gens, faire confiance à l'intelligence, à la capacité de compréhension. Si des tout petits arrivent à 3-4 ans, enfin, moi je suis complètement bluffé de coder, et effectivement quand on écoute Amelia, on voit leur capacité, ils le font déjà au quotidien. Donc pourquoi on ne le fait pas avec des adultes? Pourquoi effectivement on ne redonne pas les clés de la compréhension aux adultes? Donc moi c'est vraiment cette démarche de dire ok, on doit d'abord mieux expliquer la finalité d'une innovation, où va-t-on, faire confiance à l'intelligent, donner aux gens la capacité de comprendre, pas les prendre pour des imbéciles. Malheureusement aujourd'hui, et je le dis même pour le pouvoir politique, on a tendance à avoir une forme de mépris de l'intelligence des gens. Il suffit d'écouter un certain nombre de campagnes. Et donc voilà, redonnons aux gens, éduquons-les. Donc le parcours scolaire est intéressant. On a développé un programme qui s'appelle Option Innovation, qui nous permet aujourd'hui de sensibiliser ces 20 000 adolescents par an qui rencontrent des métiers, qui rencontrent les professionnels qui sont dans l'innovation. Et à un moment, on est tous les trois confrontés, et vous l'êtes aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, une journaliste qui travaille sur les champs d'innovation, vous ne l'avez pas appris sur les bancs de l'école. Et donc ça s'est construit autrement. Donc il y a ce que l'école va permettre de faire. Et donc, ces 20 000 jeunes, ils vont aller dans des lieux d'innovation, des incubateurs, des startups, des laboratoires, des centres techniques, des PME, parce que les PME recèlent énormément d'innovation. Et ils vont rencontrer la professionnelle qui témoigne. Et on essaie qu'effectivement 50% des témoins soient des femmes. Enfin, c'est pas qu'on essaie, c'est un objectif ferme, pour que ces adolescents, qui sont globalement au lycée, entendent directement du professionnel ou de la professionnelle un parcours de vie, une expression professionnelle qui malheureusement, on le voit dans l'univers start-up, quasiment aucun des métiers que l'on voit dans les start-up n'existe dans le code ROM, pour une simple chose, c'est que le code ROM, qui est l'outil de classement des métiers en France, ne parle pas anglais, et que tous les métiers dans l'univers start-up sont déclinés en anglais. Et donc on se passe complètement à côté. Donc on doit amener les enfants effectivement à les comprendre, si on veut qu'ils se projettent dans ces métiers de demain. Rien ne remplace souvent le témoin, la personne qui a fait ce parcours-là. Bien sûr. Et Amelia, quel retour vous avez justement des écoles avec qui vous travaillez? Est-ce que vous sentez qu'il y avait une attente de la part des profs, de la part des élus, et puis je sais que vous travaillez aussi avec des maisons de l'enfance, ici à Paris avec la Gaîté Lyrique, qui est un espace culturel. Vous sentiez, avant de vous lancer dans cette aventure, qu'il y avait une attente, même parfois inconsciente peut-être?
Oui, très clairement, on est accueillis à bras ouverts parce que toutes les personnes de la communauté éducative, voilà, toute instance, institution qui doit prendre en charge un groupe d'enfants jeunes fait face à une injonction paradoxale très forte qui est de limiter le temps d'exposition aux écrans, mais tout en éduquant ces enfants à ce sujet qui aujourd'hui façonne notre société. Aurélie l'a dit tout à l'heure. Donc comment on fait? Donc nous, on arrive avec une solution clé en main très bien faite, avec un programme pédagogique complet qui prend en charge les enfants pendant 32 séances à l'année. Enfin voilà, on s'adapte vraiment au contexte de l'éducation scolaire et périscolaire. Donc oui, on est accueilli avec parfois même un sentiment de soulagement de la part de ces personnes parce que voilà, en fait, il y a des solutions qui existent. Vous, Aurélie, vous écrivez beaucoup. Premier best-seller de l'autre côté de la machine, où vous expliquez ce qu'étaient les algorithmes. Je le remontre encore, les algorithmes font-ils la loi? À mon avis, futur best-seller aussi. J'allais dire, on espère tous. Vous faites beaucoup de conférences aussi, vous vous déplacez dans les écoles ou autres. Oui, moi en fait, je ne fais pas tant de conférences publiques, j'en fais un peu, mais après c'est le problème du temps, je ne vais pas vous mentir. Par contre, moi ce que je fais, c'est que j'adore aller dans les écoles de manière entre guillemets privée, c'est-à-dire que je communique pas, je veux pas. Souvent je dis aux écoles, par exemple j'étais il y a pas longtemps au collège Georges Clémenceau dans le 18e et je leur ai dit moi je veux pas forcément j'aime bien aller rencontrer les élèves et qu'on se parle librement et j'aime beaucoup ça parce que en fait les gamins vous repartez avec plein de choses dans la tête. Ils vous mettent des petites graines dans votre tête parce qu'en fait les enfants perçoivent les choses. Vous savez, vous avez tendance à partir avec des hypothèses en tête. Vous pensez savoir ce que les gamins pensent, vous pensez connaître comment les enfants réfléchissent et perçoivent ces disciplines. Et puis en fait, souvent, vous êtes étonné par ce que les enfants vous disent, par ce que les élèves vous évoquent, par l'idée qu'ils ont même du numérique. Et en fait, moi j'aime beaucoup ça. Donc c'est, comme j'appelle ça, c'est un win-win. C'est-à-dire que moi je viens pour leur parler du métier. Je viens pour leur parler de qu'est-ce qui peut être fait dans ce métier. Je leur parle aussi des mathématiques, de qu'est-ce qu'on fait avec les mathématiques. Je leur parle de pas mal de choses. Et puis, eux me parlent aussi de leur perception, de leur vision, de comment ils utilisent les outils quand ils en utilisent. Et c'est hyper intéressant parce que moi, je leur dis souvent, il ne suffit pas de savoir utiliser un outil pour le comprendre. Il faut aller derrière la machine, justement. Et voilà. Et moi, j'aime beaucoup parler aux collégiens, aux lycéens, même aux États-Unis et en France. Mais j'aime bien le faire aussi dans un cercle privé parce qu'en fait, les élèves, s'ils sont dans un cercle plutôt dans la classe et moi, ça se passe toujours mieux. Ils sont plus libres, ils sont plus à l'aise en fait que s'ils commencent à avoir un enregistrement live ou des choses comme ça où ça se passe jamais. Ça peut les mettre mal à l'aise. Donc pour moi, c'est important. J'y vais de manière privée, quoi. Quand je disais que vous êtes parti en croisade, c'est vraiment ça. Et bravo, parce que on le comprend bien depuis qu'on discute tous ensemble, c'est extrêmement important. La parole est importante. Transmettre, la transmission, expliquer, c'est extrêmement important. Absolument. Loïc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce qu'on va bientôt conclure, mais... comment on fait pour ne pas avoir peur du progrès et de l'innovation? Comment on fait? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on observe quand même depuis quelques années que la défiance vis-à-vis du progrès devient de plus en plus forte. Malheureusement, avec la crise sanitaire, ça s'est accentué. On l'a bien vu, à force de débattre et dans un espèce de brouhaha sur des sujets qui demandaient une expertise très forte, avec des experts qui n'en étaient pas forcément tout le temps, on arrive à ne plus rien comprendre. Ici, on a la chance de prendre le temps de débattre et on continuera à la tribune de continuer à faire ce genre de débat. C'est notre rôle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement aux viewers qui nous regardent? Mais n'ayez pas peur du progrès, parce que de toute façon, si on n'avait pas progressé, on serait encore à l'âge de pierre aujourd'hui. Comme pour toute peur, pour faire court, comme toute peur, c'est en allant finalement à la rencontre de cette peur. Le racisme est une forme de peur dans un certain nombre de cas, par la méconnaissance de l'autre, dans beaucoup de cas. Donc pour moi, c'est pareil en innovation, c'est venez à la rencontre, et on a besoin de médias qui effectivement nous amènent ce temps, soit par un écrit, soit par une émission, etc., pour ramener des gens à pouvoir s'exprimer. Et puis ensuite, on fait confiance aux gens qui nous regardent pour faire le tri dans ce qu'on aura raconté nous et faire leur chemin. Donc pour moi, c'est vraiment fondamentalement fournir les outils pour que les gens puissent passer de l'autre côté de la peur par la connaissance, fondamentalement la connaissance. On parle d'économie de la connaissance plutôt que de l'innovation. C'est aussi un truc que j'aime bien. Amélia, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir peur du progrès ?
Alors, il me semble que vraiment le progrès fait partie de la nature humaine. Quand on regarde l'humain depuis la nuit des temps, ou l'humain en tant qu'individu dans sa vie, ne fait que progresser. Donc voilà, je pense que c'est important de s'appuyer sur cette nature pour aller vers des projets, des externalités positives, tout en endiguant les phénomènes négatifs qui peuvent être liés aussi au progrès. Moi, ce que j'observe avec les ateliers coloris, et qui m'a saisi récemment, c'est qu'on a mis en place un système de formation pour les animateurs de centres de loisirs et pour les enseignants, donc qui leur permettent de comprendre la méthode coloris et de la déployer en autonomie. Et finalement, parmi ces populations, il y a pas mal de personnes qui sont éloignées du numérique et qui en ont peur, et qui ont donc peur de ce progrès, et de s'approprier la méthode coloris qu'ils proposent ensuite aux enfants. Ça les forme même au sujet, et on observe des vraies épiphanies de « Ah, en fait, c'est tout simple, c'est que ça, c'est pas si problématique que ça, c'est pas, je n'ai aucune raison finalement d'en avoir peur. » Donc finalement, voilà, pour répondre comment ne pas avoir peur au progrès, je rejoins ce que vous disiez, effectivement, ça passe par l'éducation, mais cette éducation, elle doit être rendue accessible à des personnes qui sont aujourd'hui parfois complètement hermétiques et éloignées de ces sujets. Ça me fait penser à une phrase qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui est d'Aristote. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous, ce qui n'est pas créé par une grande compagnie de voies de chemin de fer dans les années 90, qui a été repris comme un slogan publicitaire. Mais je crois que c'est terriblement vrai. C'est partageons le progrès, essayons de le comprendre. Aurélie, on a démarré avec vous, j'aimerais terminer avec vous. Le mot de la fin, c'est quoi pour ne pas avoir peur du progrès pour vous? Alors, c'est de le rendre accessible à tous par la compréhension et par les usages, puisqu'en fait, lorsqu'on pense progrès, on a aussi parfois ce biais de toujours faire des choses meilleures sans penser à l'accessibilité de ces choses. C'est-à-dire que, par exemple, développer une nouvelle... Moi, c'est la question que je me suis posée avec notre deuxième entreprise, où on développe une technologie de pointe, mais notre but, c'est pas qu'elle existe. Notre but, c'est que tout le monde puisse l'utiliser. Et ça, c'est le vrai progrès. Et donc, c'est là où, en fait, c'est pour moi le grand défi du progrès, c'est de le démocratiser, tout simplement, dans les usages. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui sont avec nous, Aurélie, vous allez dédicacer votre livre, donc je vous invite à rester parmi nous. Pour ma part, eh bien moi, je vous invite dès demain à vous ruer sur les kiosques partout en France pour vous procurer la revue de la Tribune qui traite justement du progrès. On y parle intelligence artificielle, transhumanisme, exploration spatiale, recherche médicale, enfin tout comprendre du progrès et de l'innovation dès demain partout en France. Et puis on se retrouve pour une prochaine émission bientôt. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir. Merci.